Nous allons maintenant passer à la correction de l'exercice qui était destiné à vous familiariser avec les différentes étapes de la fouille archéologique. Théoriquement, vous avez pointé ces premières photographies. On y voit la pelleteuse à l'œuvre. Cette pelleteuse, cette machine va permettre d'enlever les premières couches de terre qui, d'un point de vue archéologique, sont moins intéressantes. On appelle généralement cette couche de terre une couche de terre arable. C'est une couche de terre située au niveau du sol en place qui est souvent perturbée dès que vous faites des travaux, dès que des convois agricoles passent dans les champs ou autres. Couche de terre arable est perturbée. Donc, elle est moins intéressante pour les archéologues. La deuxième étape de la fouille va bien entendu s'intéresser aux différentes structures qui vont être découvertes. Alors, sur cette photographie, la première, nous voyons des archéologues en train de mettre au jour les fondations d'un mur, un mur en pierre. Et ici, sur les photographies tirées de la vidéo, eh bien, l'on voit notamment l'archéologue qui est en train de mettre à jour une sépulture. On voit très bien une tache sombre laissée par cette sépulture qui tranche fortement avec la nature du sol qui est ici de nature créeuse. Au niveau de la troisième étape, eh bien, lorsque la sépulture est mise au jour, les archéologues vont vraiment travailler très minutieusement sur le site, en l'occurrence ici, sur cette sépulture. L'enjeu est de mettre au jour l'ensemble des vestiges archéologiques qui sont conservés dans cette sépulture sans jamais les enlever, sans jamais séparer, en l'occurrence ici, le squelette des objets découverts. Pourquoi ? Parce que dans l'étape suivante, il y a un rôle d'enregistrement. Les archéologues vont essayer d'enregistrer leurs découvertes. On voit sur cette photographie un responsable du dessin qui est en train d'inventorier les pierres constituant le mur de fondation et l'on voit ici le duo de photographies tirées de la vidéo que les archéologues ne passent pas par le travail de dessin mais ils vont enregistrer leurs fouilles à l'aide d'un appareil photo. Ils vont donc conserver une trace de cette fouille. Quand ce travail est terminé, eh bien, l'on peut enfin retirer l'objet archéologique du site. Celui-ci est finalement envoyé en laboratoire. Le tesson que vous avez vu précédemment, eh bien, il va être nettoyé, il va être analysé. S'il fait partie, en l'occurrence ici, d'une poterie ou d'une céramique, on va essayer de reconstituer la céramique et la poterie qui a été fragmentée au fil des temps, vu qu'elle a été conservée dans le sol, dans différentes couches de terre, couches dites stratigraphiques, j'y reviendrai, et on voit ici la photographie tirée de la vidéo. Nous voyons les experts en train d'analyser les objets qui ont été découverts lors des fouilles archéologiques. La vidéo que vous venez de voir pose certaines questions. Vous avez entendu parler de Celtes et de Gaulois, mais quelle est la différence concrètement entre des Celtes et des Gaulois? Eh bien, on pourrait dire qu'il s'agit d'une différence géographique. La différence géographique, vous voyez cette carte à l'écran, eh bien, toutes les zones colorées forment, si vous voulez, la civilisation celtique. Toutes les zones colorées sur cette carte de l'Europe, dirons-nous. Alors, quelle est la différence entre les Celtes et les Gaulois? Eh bien, nos Gaulois, nous allons les retrouver dans cette zone verte. Autrement dit, qu'est-ce qu'un Gaulois? Un Gaulois, c'est un Celte qui va vivre en Gaule, tout simplement. Et lorsque l'on parle des Celtes, on parle de tous les Celtes qui vivent durant l'Antiquité en Europe.
Une deuxième question que l'on peut se poser, nous avons entendu dans cette vidéo l'utilisation de termes spécifiques tels que le terme de torque et de fibule. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur ces deux mots de vocabulaire. Premièrement, un torque, on le voit sur ces différentes images. Le torque, en fait, est un collier qui était jadis porté par tous les Gaulois, par tous les Celtes, hommes ou femmes sans distinction. Il existe différents types de torques. Nous avons des torques réalisés en or. Ils sont rares, on en a découvert très peu et ils sont toujours destinés à une population aisée. Mais tout le monde porte le torque, hommes, femmes, même de rang inférieur. Alors ces torques seront plus fins et réalisés dans un métal moins précieux, tel que par exemple le bronze. La fibule, on le voit sur cette reconstitution, c'est un élément décoratif qui va permettre d'attacher différentes parties du vêtement des Celtes et des Gaulois. Nous voyons ici une fibule qui a été découverte lors des fouilles, les fouilles filmées dans la vidéo, et on voit ici un exemple de fibule. Concrètement, très simplement, qu'est-ce qu'une fibule? Si vous voulez, c'est l'ancêtre de nos épingles, de nos boutons ou de nos fermetures éclairs. Ça permettait, je le rappelle, donc d'attacher les différentes parties du vêtement. Dernière question à se poser, on nous parle dans la vidéo du IVe siècle, mais s'agit-il du IVe siècle avant Jésus-Christ ou du IVe siècle après Jésus-Christ? C'est une question importante. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir répondre à cette question par rapport à vos prérequis. En effet, nous avons déjà vu cette question lors de cours précédents. En fait, dans la vidéo qui parle de fouilles archéologiques menées sur des sépultures gauloises et celtiques, on nous parle bien du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi? Souvenez-vous, nous avons vu précédemment qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, Jules César va conquérir la Gaule grâce à ses légions romaines. C'est donc à partir de cette conquête de la Gaule par Jules César l'introduction d'une nouvelle époque, l'époque gallo-romaine, l'époque durant laquelle certains Gaulois vont vivre à la romaine, la Gaule étant placée sous l'administration de la République et ensuite de l'Empire romain. Avant cette date, avant ces événements, avant la conquête de la Gaule, nous connaissons en Gaule l'époque gauloise ou en Europe, si vous préférez, l'époque celtique. N'oubliez pas aussi une chose, un terme que nous avons déjà vu précédemment, c'est le terme de la proto-histoire. Alors la proto-histoire, pour rappel, c'est une époque durant laquelle on pratique l'écriture dans certaines régions du monde, notamment en Mésopotamie depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, mais chez nous, en ancienne Belgique, en Gaule, on ne pratique pas encore l'écriture. Il faut attendre l'arrivée des Romains après la guerre des Gaules pour voir l'écriture apparaître et se diffuser dans les mœurs des Gallo-Romains. La vidéo que nous venons de voir va nous permettre d'aborder une autre thématique, un autre point. Nous allons maintenant parler des couches stratigraphiques. Alors, qu'est-ce qu'une couche stratigraphique? Que sont les couches stratigraphiques? Vous voyez sur ces deux schémas que vous avez dans votre cours différentes couches de terre, de nature, de couleurs différentes qui sont empilées les unes sur les autres. Ce sont des couches stratigraphiques. Alors, ce qu'il faut savoir en archéologie, c'est que plus on creuse dans le sol, plus on découvre de couches stratigraphiques et plus nous allons remonter le temps.
Alors, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie par exemple que les objets qui ont été découverts ici dans cette couche stratigraphique, ils sont plus récents que les objets présents dans cette couche stratigraphique. Voici un autre schéma qui nous montre différents objets répartis sur différentes couches stratigraphiques. Alors, vous voyez la mention US, US pour unité stratigraphique. Et si nous reprenons notre schéma théorique, autrement dit, plus l'archéologue creuse, plus il remonte le temps, on pourrait par exemple dire que l'objet mis en évidence en jaune est plus récent que l'objet mis en évidence en bleu. J'ai parlé à l'instant d'unité stratigraphique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque objet qui va être mis au jour dans ces unités stratigraphiques, dans ces couches stratigraphiques, chaque objet archéologique va être inventorié. Et on va les inventorier notamment grâce à quoi? Eh bien, grâce aux fiches US, aux fiches unités stratigraphiques. Vous avez 2 exemples sur cette diapositive. Ce sont des exemples que vous retrouvez également dans le cours, dans les annexes.